Bonjour, je suis Thomas Audrère, je suis pédopsychiatre à Epicentre depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé sur pas mal de maladies différentes, mais c'est la première fois que j'ai travaillé auprès de populations dont je vais vous parler, avec les résultats de cette étude mixte que nous avons menée auprès de résidents, soignants, dirigeants d'EHPAD, donc d'établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, une étude que nous avons menée pendant la deuxième vague de Covid, à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021. Alors, pour vous rappeler un petit peu, ça semble peut-être déjà loin, les EHPAD, alors déjà les EHPAD sont des structures accueillant les personnes en fonction de leur autonomie ou de leur dépendance, en fonction de comment on lit le score GIR, le score d'autonomie. Lors de la première vague de Covid-19 au printemps 2020, les résidents des EHPAD ont été les plus touchés, ont payé le plus lourd tribut de la population française, avec 45% du total des décès en France. 5 mois plus tard, la deuxième vague démarrait partout en France de manière beaucoup plus large. Les EHPAD n'ont encore une fois pas été épargnés, malgré des mesures de prévention très strictes et très fortes, comme la limitation des visites ou l'interdiction des sorties. MSF est intervenu dès la première vague en appui à quelques EHPAD dans l'Île-de-France. Pendant la deuxième vague, MSF a ciblé les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, après avoir évalué les régions où une intervention pourrait avoir le plus d'impact. Il s'agissait principalement de soutien organisationnel aux équipes, des EHPAD qui nous sollicitaient, soit avec donc, de l'appui organisationnel simple, soit avec un renfort en soignants et en médecins. Des activités de santé mentale ont aussi été menées auprès des soignants, notamment. En décembre 2020, les équipes MSF ont sollicité Epicentre pour vérifier le sentiment des équipes, qui était que les résidents subissaient un impact très négatif, à la fois de la crise Covid, de l'épidémie, mais aussi des mesures de prévention mises en place. Nous avons eu alors l'idée de mener une enquête mixte auprès de ces populations pour décrire cette intervention. MSF est intervenu dans 47 EHPAD en PACA et Occitanie entre la fin novembre 2020 et la mi-mars 2021. Pour ceux qui ne savent pas où sont l'Occitanie et PACA, une petite carte. Les objectifs de l'étude étaient d'abord de collecter et d'analyser les données sur les EHPAD où MSF est intervenu pendant cette période, mais seulement les 22 premiers EHPAD, entre novembre et janvier. Ce qui était le travail de l'épidémiologiste qui était basé sur le terrain, et en parallèle de mener des entretiens auprès des résidents, des soignants et des dirigeants de 4 EHPAD sur leur vécu de la crise et des mesures, notamment. Ça, c'était le travail de la sociologue qui était embarquée avec les équipes MSF, si je peux dire. Pour le volet quantitatif, les dirigeants d'EHPAD et les autorités sanitaires nous ont transmis les données pour 22 EHPAD, qui étaient les EHPAD d'intervention de MSF, les 22 premiers EHPAD. L'épidémiologiste a ensuite construit des listes linéaires rétrospectives de résidents positifs au Covid pour 14 de ces 22 EHPAD, qui étaient celles qui nous avaient transmis les données, tout simplement, et qui comprenaient notamment des diagnostics de comorbidité, dont le syndrome de glissement, dont je vais pas mal parler après, et qui n'est peut-être pas très connu parmi vous, qui est une dégradation fonctionnelle et mentale soudaine après un choc, quel qu'il soit. Nous avons d'abord décrit ces données, puis construit des modèles de survie univariés et multivariés afin d'identifier les facteurs qui pouvaient influer le plus sur la létalité due au Covid-19. Le volet qualitatif s'est déroulé dans 4 de ces 22 EHPAD, sélectionnés sur plusieurs critères après discussion avec les équipes MSF. La sociologue s'est ensuite immergée pendant une semaine dans chacun des 4 EHPAD pour observer comment ça se passait et se faire accepter. Puis elle a réalisé des entretiens semi-directifs avec un échantillon de résidents, de soignants, de dirigeants, mais aussi de représentants des agences régionales de santé, qui sont la tutelle des EHPAD. Alors, sans rentrer dans le détail, les 22 EHPAD où MSF est intervenu avaient un ratio de personnel par résident très insuffisant, 0,7, n'avaient généralement pas de médecin coordinateur à temps plein et ont connu un gros turnover des équipes. La deuxième vague de l'automne a de nouveau fortement touché les EHPAD avec des taux d'attaque de 33% parmi le personnel, de 66% parmi les résidents, mais surtout une létalité chez les résidents de 19%. Les listes linéaires ont permis de réunir les données de 585 cas chez les résidents, surtout des femmes, on devrait plutôt dire les résidentes du coup,
dont 131 sont décédés, soit une natalité de 22%. Nous avons modélisé la probabilité pour un résident de décéder du Covid-19 en fonction des variables une à une, ce qu'on appelle une analyse univariée. Et on peut constater sur les courbes, être un homme, avoir un niveau élevé de dépendance ou un niveau faible d'autonomie, la présence de syndrome de glissement ou l'absence d'un médecin coordinateur sont fortement associés à la létalité en univarié. Nous avons ensuite construit des modèles multivariés qui ont permis de révéler quels étaient les facteurs les plus associés à la létalité. En rouge, sur le graphique, les facteurs associés à une augmentation du risque de décès. Le fait d'être un homme, encore, avoir un diagnostic de syndrome de glissement, donc confirmé par rapport à l'analyse univariée, mais un délai accru dans l'implémentation des masques FFP2 pour le personnel sont des facteurs qui augmentent le risque de décès. En vert, les facteurs associés à une réduction du risque de décéder. La présence à temps plein d'un médecin coordinateur, le score GMP, donc le niveau d'autonomie moyen des résidents dans un EHPAD, mais je reviendrai dessus, Pardon, il faut que je parle plus. Pardon, oula, désolé. Et le degré d'autonomie du résident sont donc des facteurs qui vont avec une diminution du risque de décès. L'enquête qualitative a duré 3 mois, entre janvier et mars 2021. La sociologue a pu interroger 7 résidentes, 36 soignants et dirigeants, et enfin 2 personnels des ARS. Cette enquête a permis de dégager des thèmes forts, certains corroborant plutôt bien les résultats de notre analyse quantitative. Tout d'abord, les entretiens ont surtout insisté sur le sous-effectif et le délaissement chronique que connaissent les EHPAD. Ensuite, beaucoup sont revenus sur ce que la crise a aggravé et permis notamment de révéler au grand public. Enfin, les expériences rapportées amènent à se poser la question de la protection à tout prix au détriment de la qualité de vie des résidents. Ah, ce n'est pas le moment de me lâcher. Voilà. L'isolement médical que connaissent les EHPAD ressort fortement des entretiens. Ce médecin coordinateur pense ainsi que les médecins traitants ne viennent pas assez et quand ils le font, sont complètement débordés. Ce directeur d'EHPAD, ce dirigeant, lui, regrette le nombre très faible de soignants par rapport au nombre de résidents. Et surtout, l'absence de coordinateurs, de médecins coordinateurs à temps plein. La crise n'a fait qu'aggraver l'isolement et le sous-effectif des EHPAD. Cette psychologue, si elle veut bien, voilà, cette psychologue déplore que ses collègues sont mécontents de leurs conditions de travail et qu'elles n'ont pas le temps de bien le faire. Cette infirmière nous relate les journées infernales, les cadences, qui peuvent être encore plus si les collègues sont absents, notamment pour Covid, pour maladie. Enfin, ce membre d'une ARS n'a jamais vu autant de départs de dirigeants d'EHPAD que depuis le début de la crise Covid. Je laisse le temps un petit peu de lire, malheureusement, moi j'ai un petit peu de lecture. Mais surtout, la gestion de la crise dans les EHPAD s'est déroulée comme dans les hôpitaux, à coup de directives et de donnes de la tutelle, avec une impression de navigation à vue. Voilà, ça c'est de la navigation à vue. Avec une impression de navigation à vue, comme le résume si bien ce membre d'une ARS, qui revient sur l'absence de consignes claires pendant très longtemps pendant la première vague, et surtout la pénurie de masques qui a frappé aussi les EHPAD. Mais surtout, quand elles ont fini par venir, ces directives étaient généralement culpabilisantes pour les équipes et parfois inadaptées. Ce dirigeant nous dit que du jour au lendemain, on demandait aux soignants de ne plus toucher personne, dans un métier où c'est le cœur même de l'activité auprès de personnes dépendantes. Ce psychologue, un jour, voilà, ce psychologue nous raconte qu'elle a dû sortir complètement de son métier, au point de ne plus pouvoir l'exercer, pour pouvoir aider les équipes à appliquer les protocoles. Ou encore cette infirmière qui s'est posé largement la question du sens des mesures d'isolement des résidents en chambre, avec le sentiment très fort de devoir les mettre en cellule. Dans ce contexte de crise exceptionnelle, quel a pu être l'apport de MSF? Les retours sont généralement unanimes.
Un dirigeant qui, s'il déplore qu'il a fallu faire appel à une ONG qui intervient à l'autre bout du monde dans des catastrophes ou des guerres, a tout de même pu constater l'efficacité des équipes. Ce médecin coordinateur a apprécié d'avoir l'appui d'un collègue, notamment pour discuter d'une maladie plutôt nouvelle. Enfin, cette infirmière qui précise que l'intervention de MSF a surtout permis de rassurer les équipes sur ce qu'elles faisaient, sur les protocoles qu'elles avaient mis en place, et surtout à améliorer l'organisation générale. Le traumatisme de la première vague et du confinement ultra strict transpire de tous les témoignages. Ce médecin coordinateur insiste sur l'état très dégradé des résidents, les syndromes de glissement notamment, dont je vous ai parlé, et la létalité même hors Covid, et rappelle surtout que les mesures ont duré plus d'une année dans les structures. Ce que déplore aussi cet agent d'une ARS qui pense qu'il faudra en finir avec ces mesures, que le but ne peut pas être d'isoler les résidents jusqu'à leur mort. Les mesures de prévention dans les EHPAD ont ainsi duré plus d'une année, avec des conséquences terribles sur les résidents, qui n'ont jamais eu voix au chapitre, comme l'indique ce psychologue. Les récits des premières concernées, les résidentes, Madame C, Madame L, abordent souvent le moral au plus bas, le ras-le-bol de ne plus pouvoir sortir, de ne plus voir les proches, ou comme Madame Q, si jamais elle veut bien, hop, qui déplore finalement qu'on lui a renié ses droits, à voir sa famille, à voir sa fille notamment. Beaucoup d'entretiens ont porté sur l'atmosphère terrible qui régnait pendant la crise, avec ses décès nombreux, surtout dus au Covid, mais aussi à cause des mesures. Cette psychologue se remémore le choc pour les soignants d'utiliser autant de sacs mortuaires, ou ce dirigeant qui a vu périr 14 résidents du Covid en très peu de temps. Ce membre d'une ARS revient sur le paradoxe à vouloir absolument isoler les personnes pour les protéger, alors qu'au final, ils peuvent en mourir aussi. Enfin, Madame C relativise tout de même, en nous rappelant ce qu'est aussi, et peut-être avant tout, un EHPAD, un établissement de fin de vie, où la mort est présente à tout moment, que le Covid soit là ou pas. Cette intervention de MSF est inédite à plus d'un titre, de par son ampleur et de par le champ médical. Notre étude a permis de valider le choix de renforcer les équipes des EHPAD, mais aussi de lancer des activités de santé mentale auprès du staff. Le principal enseignement de notre étude concerne le dilemme qui se pose quand un EHPAD n'arrive pas à contrôler l'épidémie. Doit-on sauver des vies coûte que coûte, quitte à implémenter des mesures qui ont des conséquences tout autant néfastes pour les premiers concernés, les résidents, ou privilégier la qualité de vie des résidents au risque que l'épidémie dure plus longtemps et fasse donc peut-être plus de victimes? Notre étude insiste aussi sur des paradoxes qu'on retrouve à tous les niveaux de la gestion de la crise. Les ARS, les dirigeants, le personnel ont tous eu à prendre des décisions contraires à leur éthique et à leurs principes. Nous avons formulé un certain nombre de propositions que nous avons transmises au ministère de la Santé. Des recommandations en contexte de crise pour la prochaine vague ou épidémie, comme alléger, voire supprimer les mesures d'isolement, mais notamment les limitations des visites, mais aussi des propositions pour renforcer et mieux anticiper les besoins en termes de prise en charge. Mais nous avons surtout fait remonter des propositions concernant les problèmes chroniques de ce secteur. Davantage de moyens, davantage d'humanité, de meilleurs soins sont nécessaires, voire prioritaires dans ces structures. Notre étude n'avait pas vocation à être représentative de tous les EHPAD de France. Nos conclusions valent pour des EHPAD qui ont fait appel à MSF, pour pouvoir les aider dans la gestion de la crise. Cependant, nos constats ont aussi été faits aux États-Unis, en Angleterre, mais surtout par nos collègues en Espagne et en Belgique, à travers des interventions similaires à celles de MSF France. Partout, la gestion de la fin de vie doit être complètement revue, et pas uniquement en temps de crise. Nous tenons à remercier Morgane et Séverine, donc, qui ont réalisé l'enquête sur le terrain, mais aussi les équipes MSF qui les ont accueillis, et surtout les résidents, les soignants, les dirigeants des EHPAD qui ont accepté de prendre du temps pour répondre aux questions et à discuter avec elles. Je vous remercie pour votre attention.